À 78 ans, je n'aurais jamais imaginé me sentir étranger dans la maison où j'ai vécu la majeure partie de ma vie. Chaque matin, en ouvrant les yeux, j'oublie pendant quelques secondes que Marguerite n'est plus là. Nous avons partagé 52 années ensemble, plus d'un demi-siècle de souvenirs communs, de joies partagées et d'épreuves surmontées main dans la main. Nous avions acheté cette maison à Annecy dans les années 70, une belle bâtisse en pierre avec vue sur le lac. Je me souviens encore de Marguerite passant des heures à choisir le papier peint du salon, hésitant entre un motif fleuri et des rayures discrètes, pendant que je négociais âprement avec l'artisan pour l'isolation des combles. Notre fille Camille n'avait que 5 ans quand nous avons emménagé. Elle courait dans les pièces vides, sa voix résonnant contre les murs nus, proclamant quelle chambre serait la sienne. Chaque pièce raconte une histoire, chaque recoin garde l'empreinte de notre vie commune. Marguerite disait toujours que la maison n'était pas faite de briques et de mortier, mais de rires et de souvenirs. Elle avait transformé ce lieu en véritable foyer, plantant des rosiers grimpant le long de la façade, aménageant le jardin avec une patience infinie. Aujourd'hui, il ne reste que les murs et moi. Elle nous a quittés il y a 3 ans, emportés par une maladie foudroyante qui nous a pris de court. 4 mois seulement entre les premiers symptômes et son dernier souffle, 4 mois pendant lesquels j'ai vu la femme de ma vie s'éteindre progressivement. Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir encore vraiment réalisé son absence. Je me surprends encore à l'appeler depuis la cuisine, à attendre sa réponse qui ne vient jamais. Après l'enterrement au cimetière de Verrières, Camille venait plus souvent. Elle préparait des blanquettes de veau et des gratins dauphinois, mes plats préférés, m'aidait pour le ménage, passait des soirées entières avec moi à regarder de vieux albums photos. Son mari, Arnaud, participait aussi à sa manière. Il apportait du cognac hors d'âge, me racontait les nouvelles du monde des affaires où il évoluait, essayait de m'intéresser à l'actualité économique. C'est environ 2 mois après les obsèques, un soir de novembre pluvieux, que Camille a évoqué pour la première fois l'idée de réaménager la maison. Elle suggérait doucement que je leur cède la propriété, qu'ils s'installent avec moi pour prendre soin de ma personne. Les arguments semblaient sensés. La maison était trop grande pour moi seul, l'entretien devenait difficile, et puis il pourrait veiller sur moi au quotidien. À ce moment-là, brisé par le chagrin, noyé dans ma solitude, je n'ai pas vraiment réfléchi aux implications juridiques. Au fond, l'idée de ne plus être seul dans cette grande maison vide me soulageait. Mais quelque chose, peut-être l'instinct ou la prudence acquise durant mes années comme inspecteur des impôts, m'a poussé à consulter maître Bernard Duval, mon vieil ami notaire depuis l'université. Bernard m'a reçu dans son étude de la vieille ville, entre les murs couverts de livres de droit poussiéreux. Il m'a écouté attentivement, puis m'a conseillé la plus grande prudence. Il avait vu trop d'histoires tragiques de parents âgés dépouillés par leurs propres enfants, jetés dehors comme de vieux meubles. J'ai protesté vigoureusement, affirmant que Camille était différente, qu'elle avait toujours été une fille aimante. Peut-être avait-il concédé en caressant sa barbe grise, mais Arnaud lui donnait l'impression d'un homme calculateur, de ces entrepreneurs modernes pour qui tout se résume à des chiffres et des opportunités. Finalement, après de longues discussions, nous avons trouvé un compromis. J'ai accepté de transférer la propriété à Camille, mais Bernard a insisté pour inclure une clause spéciale, le paragraphe 17 du contrat. Cette clause garantissait mon droit d'habitation à vie et stipulait qu'en cas de violation substantielle de mes conditions de vie décentes, la propriété me reviendrait automatiquement, sans possibilité de contestation. Camille a signé sans vraiment lire les détails, pressée par Arnaud qui regardait déjà la maison comme un investissement immobilier. Les premiers mois après leur installation ont été presque parfaits, une sorte de lune de miel familiale. Camille cuisinait mes plats préférés avec les recettes de sa mère, retrouvant les gestes précis pour la pâte brisée maison. Arnaud m'aidait à ranger mes vieux papiers administratifs, classant méthodiquement mes déclarations d'impôts et mes relevés bancaires. Nous dînions ensemble tous les soirs, jouions parfois au tarot ou au Scrabble, comme autrefois. Je commençais à penser que Bernard s'était trompé sur Arnaud, que mes craintes étaient infondées. Mais progressivement, insidieusement, les choses ont changé. D'abord par de petits détails presque imperceptibles. Camille me demandait moins souvent mon avis pour les repas, préparant ce qu'Arnaud préférait. Les conversations à table tournaient autour des projets d'Arnaud, de ses ambitions professionnelles. Mes habitudes, comme la lecture du Dauphiné libéré au petit déjeuner ou le thé Earl Grey de 19 heures précises, étaient désormais perçues comme des manies agaçantes de vieux monsieur sénile. 6 mois après leur emménagement,
mes affaires ont commencé à disparaître mystérieusement. La photo de Marguerite sur ma table de nuit, celle prise lors de notre voyage en Bretagne, s'est retrouvée dans un tiroir sous prétexte qu'il fallait épousseter. Mes livres, rangés par ordre alphabétique depuis des années, ont été réorganisés par couleur pour faire plus moderne. Ma collection de timbres, patiemment constituée depuis l'enfance, a été reléguée dans un carton au grenier. Camille prétextait toujours le ménage ou l'optimisation de l'espace, mais je sentais mon territoire se réduire inexorablement, comme une peau de chagrin. Mon fauteuil club en cuir du salon, celui où je lisais mes polars, a disparu un matin, jugé trop encombrant et démodé. Mon bureau en chêne massif, hérité de mon père, a été relégué au grenier car Arnaud avait besoin d'un espace de travail moderne avec connexion Internet haut débit. Ma collection de vinyles de Brassens et Brel a été mise en carton, prétendument pour gagner de la place, remplacée par une enceinte connectée diffusant de la musique dématérialisée. Chaque fois, je cédais, me répétant qu'après tout, c'était leur maison maintenant, qu'il fallait vivre avec son temps. Un jour de mars, en rentrant de ma promenade quotidienne autour du lac, j'ai trouvé dans la poubelle une boîte en bois d'olivier que Marguerite avait rapportée de Provence. Elle contenait ses lettres d'amour de jeunesse, celles qu'elle m'écrivait quand j'étais au service militaire en Algérie. Camille prétendait ne pas savoir qu'elle contenait quelque chose d'important, pensant que c'était juste une vieille boîte vermoulue. Ce soir-là, assis dans ma chambre, relisant ces pages jaunies où l'encre violette s'estompait, j'ai senti un mur invisible se dresser entre ma fille et moi. Arnaud était plus subtil dans ses manœuvres, mais je remarquais comment il éloignait progressivement Camille de moi. Il lui murmurait des choses à l'oreille quand j'entrais dans une pièce, la faisant rire de private jokes que je ne comprenais pas. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand j'apparaissais. Lors des dîners, Arnaud parlait de plus en plus de projets futurs, de rénovations qu'il ferait pour moderniser cette vieille baraque, de l'augmentation de la valeur immobilière une fois les travaux terminés. La phrase restait toujours en suspens, mais nous comprenions tous l'implication morbide. J'ai surpris une conversation téléphonique d'Arnaud avec un agent immobilier, discutant du potentiel de la maison une fois divisée en appartements. Il parlait de rentabilité locative, de retour sur investissement, comme si j'étais déjà mort et enterré. Quand il m'a vu, il a rapidement raccroché, prétextant un appel professionnel. Le point de rupture est arrivé avec leur décision de rénover intégralement la cuisine, celle où Marguerite avait préparé tant de repas de famille, où flottaient encore les fantômes des odeurs de tarte aux myrtilles et de pot-au-feu dominicales. Arnaud étalait des plans sur la table en formica que nous avions acheté jeunes mariés, parlant d'un îlot central ultramoderne, de plans de travail en granit noir, d'un design minimaliste et épuré. Quand j'ai demandé ce qu'il adviendrait du buffet ancien en noyer que nous avions acheté pour notre 5e anniversaire de mariage aux Puces de Lyon, il a répondu avec une désinvolture blessante qu'il finirait à la déchetterie ou chez Emmaüs s'ils en voulaient. Ce soir-là, le cœur lourd, j'ai appelé Bernard depuis ma chambre. Il m'a rappelé avec patience la clause spéciale du contrat, m'expliquant que pour l'activer, il fallait prouver une violation substantielle et caractérisée de mes droits. Les témoignages seraient cruciaux, mais ils devaient être spontanés, non sollicités. J'ai compris que je devais documenter leurs agissements sans les provoquer, attendre qu'ils commettent l'irréparable d'eux-mêmes. Une semaine plus tard, alors que je revenais plus tôt du marché à cause d'une averse soudaine, j'ai surpris une conversation entre eux dans le salon. Ils prévoyaient de me déplacer dans une petite pièce sans fenêtre près de la chaufferie, celle qui servait autrefois de débarras. Arnaud assurait avec aplomb qu'ils avaient parfaitement le droit de réorganiser l'espace puisque la maison leur appartenait légalement. Camille semblait hésitante, évoquant l'humidité permanente de cette pièce, mais Arnaud balayait ses objections d'un revers de main méprisant. Plus tard, fouillant discrètement dans le bureau d'Arnaud sous prétexte de chercher le journal, j'ai découvert sur son bureau des brochures de maisons de retraite médicalisées. Des annotations au crayon indiquaient clairement ses priorités, option la plus économique, soins basiques, prestations minimales. Mon sang s'est glacé en lisant ces mots froids et calculateurs. Le mardi suivant, lors du dîner, ils ont annoncé que les travaux commenceraient dès le lendemain matin. Les ouvriers viendraient arracher le papier peint de ma chambre, celle que j'avais partagée avec Marguerite pendant des décennies. J'ai protesté vivement, expliquant que je n'avais pas eu le temps de préparer mes affaires, de trier les souvenirs. Arnaud a répondu sèchement que ce n'était pas négociable, que l'entreprise avait un créneau et qu'il fallait en profiter. Quand j'ai demandé ce qui se passerait si je refusais catégoriquement de déménager dans cette pièce minuscule, sombre et humide,
Camille est restée silencieuse un moment. Puis Arnaud s'est penché vers elle, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Son visage s'est durci, et elle m'a dit d'une voix froide que je ne lui connaissais pas que si la chambre soigneusement préparée ne me convenait pas, je pouvais toujours aller dormir dans le garage, comme un chien. Sans un mot, le cœur brisé par cette trahison finale, j'ai pris quelques affaires essentielles et me suis installé dans le garage. C'était une grande pièce au sol en béton brut, où j'avais autrefois bricolé avec passion, fabriquant des meubles pour Camille enfant. J'ai déplié un vieux lit de camp militaire poussiéreux et installé une chaise bancale qu'Arnaud avait jetée lors de sa modernisation du salon. L'ironie amère de la situation ne m'échappait pas. Le lendemain matin, mon voisin Pierre Martineau, intrigué par la lumière inhabituelle dans le garage, est venu voir ce qui se passait. Quand il a compris que je dormais là sur ordre de ma propre fille, il était absolument scandalisé, n'arrivant pas à croire qu'une telle chose soit possible. Le facteur Philippe, en livrant un colis, a également exprimé sa surprise et son inquiétude sincère, proposant même d'en parler à l'assistante sociale du quartier. Les nouveaux voisins, Sophie et Thomas Leblanc, jeunes couples sympathiques, m'ont vu en passant et ont immédiatement proposé leur aide, offrant leur chambre d'amis. Madame Rousseau, la doyenne du quartier, en promenant son caniche, n'en revenait pas que ma propre fille m'ait mis dehors comme un malpropre. Tous ces témoins spontanés constituaient involontairement les preuves dont j'aurais besoin. J'ai passé 3 nuits interminables dans ce garage froid et humide. Le dos me faisait souffrir sur ce lit de camp défoncé, l'humidité s'infiltrait dans mes vieux os. Chaque matin, je voyais Camille et Arnaud partir au travail sans même un regard dans ma direction, comme si je n'existais plus. Pierre m'apportait de la soupe chaude et du pain frais, refusant de croire que Camille, qu'il avait vu grandir, puisse agir ainsi. Le 3e soir, transi de froid, j'ai contacté Bernard. Sa voix était grave quand il m'a dit que c'était largement suffisant pour activer la clause. Il a préparé tous les documents nécessaires pour la récupération de ma propriété. Le lendemain soir, j'ai attendu qu'il soit attablé pour dîner. Je suis entré dans ma maison, dans ma cuisine, et leur ai remis les papiers officiels. La maison m'appartenait à nouveau de plein droit. Ils avaient 60 jours pour partir. Arnaud est devenu livide, puis rouge de colère. Il a menacé de contester en justice, criant que c'était un coup monté. Mais leur avocat, Maître Lefebvre, après avoir longuement parlé à Bernard et soigneusement évalué les témoignages spontanés des voisins, leur a fermement conseillé d'accepter. Le scandale public d'un procès leur serait bien plus préjudiciable que de partir dignement. Camille a tenté une dernière fois de me faire revenir sur ma décision, les larmes aux yeux, prétendant qu'Arnaud l'avait manipulée, qu'elle n'avait jamais voulu cela. Mais le mal était fait, irréparable. La confiance brisée ne se recolle pas comme un vase cassé. Ils ont trouvé une maison moderne dans un quartier résidentiel chic près de Lyon. Le jour de leur départ définitif, Camille m'a remis une boîte contenant des photos de Marguerite qu'elle avait miraculeusement retrouvées. Elle m'a brièvement serré dans ses bras, maladroitement, avant de partir, me laissant avec l'espoir ténu qu'un jour, peut-être, nous pourrions reconstruire quelque chose sur les ruines de notre relation. Ce soir-là, Pierre est venu partager une bouteille de Mondeuse, ce vin de Savoie que nous apprécions tant. Nous avons regardé le soleil se coucher derrière les montagnes en silence. La maison était redevenue mienne, avec tous ses souvenirs intacts. J'avais préservé ce que j'avais construit avec Marguerite, j'avais gardé ma dignité. Au final, c'était tout ce qui comptait vraiment dans cette vie.